Je m'appelle Simon, j'ai 37 ans, et je vivais une vie ordinaire avant que tout ne bascule. Mon quotidien d'ingénieur en bâtiment était prévisible. Des calculs, des réunions, des projets en cours. Rien ne sortait de l'ordinaire. Chaque soir, je rentrais dans mon petit appartement. Je dînais devant une série, et j'attendais que la nuit passe. Je n'avais pas prévu que cette monotonie deviendrait un luxe inatteignable, que mon existence serait bouleversée par un événement qui effacerait tout ce que je connaissais. Tout a commencé par une lumière aveuglante. Elle m'a réveillé en sursaut. Un flash qui semblait vouloir effacer le monde. Avant que je ne puisse comprendre, une onde de choc m'a projeté hors de mon lit. Les murs ont tremblé comme s'ils allaient s'effondrer. Les vitres ont éclaté, projetant des éclats de verre dans tout l'appartement. Le bourdonnement dans mes oreilles était constant, étouffant tout autre bruit. J'ai senti le goût métallique du sang dans ma bouche, mes pensées embrouillées par la panique. Lorsque j'ai enfin osé regarder par la fenêtre, mon esprit a refusé de comprendre ce que je voyais. Ma rue, d'ordinaire calme, n'était plus qu'un enchevêtrement de débris et de flammes. Des silhouettes couraient, leurs cris se mêlant au grondement d'un incendie qui dévorait tout sur son passage. Le ciel était noir de fumée, étouffant la lumière du soleil. Je me suis figé, incapable de bouger. Tout semblait irréel, comme un cauchemar d'une intensité insupportable. Je savais que je ne pouvais pas rester ici. Mon appartement n'était plus sûr et l'air devenait irrespirable. J'ai attrapé un sac à dos, y fourrant à la hâte une bouteille d'eau, quelques vêtements et ma lampe torche. Ma tête tournait, mais je savais qu'il fallait bouger. En descendant les escaliers, je croisais des voisins paniqués. Certains hurlaient des noms, d'autres pleuraient en silence. Nous n'avions pas de plan, juste une impulsion. Survivre. Dehors, la chaleur était accablante. Les débris jonchaient sur le sol et l'odeur de brûlé était omniprésente. Chaque inspiration me brûlait la gorge et mes yeux pleuraient à cause de la fumée. Les rues que je connaissais par cœur étaient mythes méconnaissables. Des voitures en feu, des corps immobiles et une pluie de cendres recouvrant tout d'un voile gris. J'ai suivi un groupe qui courait vers un parking souterrain. Là-bas, dans la pénombre, nous nous sommes regroupés. Une trentaine de personnes, tous terrifiés, cherchant à échapper au chaos. Le silence qui régnait était pesant. Personne n'osait parler. L'air était lourd, chargé de l'odeur de sueur et de peur. Je savais que rester ici était une impasse, mais l'idée de sortir à nouveau me terrifiait. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai pris la décision de quitter le parking. L'instinct de survie m'a poussé à agir. Dans la rue, la situation était encore pire que je ne l'avais imaginé. Des corps gisaient sur le sol, certains carbonisés, d'autres mutilés par des éclats de verre ou des débris. Une femme hurlait, fouillant les décombres avec des mains ensanglantées. Elle appelait un nom, répétant sans cesse la même supplication. Je voulais m'arrêter, l'aider, mais mes jambes continuaient à tuer de marcher. Ce souvenir me hantera pour toujours. J'ai finalement trouvé refuge dans un bâtiment à moitié effondré. À l'intérieur, un groupe de survivants s'était formé. Nous avons barricadé les entrées avec des meubles et des planches de bois, espérant que cela suffirait. Personne ne parlait vraiment. Nous étions trop occupés à essayer de comprendre ce qui venait de se passer et à ne pas sombrer dans la panique. Les jours suivants ont été une lutte constante. La nourriture et l'eau étaient nos priorités, mais les ressources s'épuisaient rapidement. Les supermarchés avaient été pillés dès les premières heures. Nous buvions ce que nous trouvions, sans savoir si c'était potable. Chaque gorgée était une roulette russe. La faim nous rongeait, transformant nos pensées en une obsession constante. Un matin, 2 membres du groupe ont décidé de partir explorer un entrepôt. Ils sont revenus quelques heures plus tard, les bras chargés de conserves.
mais l'un d'eux était gravement blessé. Son visage était pâle et il tremblait. Il avait été piégé sous des débris. Nous avons fait ce que nous pouvions pour le soigner, mais sans médicaments ni outils, nos efforts étaient vains. Cette nuit-là, il était mort. Nous l'avons enterré dans une cour, creusant une tombe dans un sol durci par les cendres. Sa mort a marqué un tournant. Les tensions déjà présentes ont explosé. Un homme, il a été accusé de voler des rations. Une dispute violente a éclaté, culminant en une bagarre qui a laissé tout le monde épuisé. La méfiance s'installait. Chaque regard était chargé de suspicion. Nous étions des étrangers forcés de cohabiter, mais notre fragile cohésion se fissurait rapidement. Une nuit, une bande armée a frappé à notre porte. Ils exigeaient nos provisions, menaçant de tout détruire si nous résistions. Nous étions trop faibles pour nous opposer à eux. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux une promesse sinistre. Ils reviendraient. Ce fut la goutte de trop. Nous savions que rester ici était une condamnation. Nous avons quitté la ville à l'aube. La forêt voisine, autrefois verdoyante, était maintenant un cimetière d'arbres calcinés. La cendre tombait comme une neige toxique, couvrant tout d'un voile gris. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, et le silence était oppressant. La nature elle-même semblait hostile, un écho du désastre qui avait détruit nos vies. Dans cette forêt désolée, nous avons trouvé un bunker abandonné. À l'intérieur, des vestiges d'une autre communauté nous attendaient. Des lits de fortune, des inscriptions sur les murs et des corps. Ces survivants avaient laissé des messages, des mots d'espoir et de désespoir. Si vous lisez ceci, battez-vous. Ces mots étaient l'arme gravée dans ma mémoire. Ce chant reste gravé dans ma mémoire comme l'un des moments les plus terrifiants de cette descente aux enfers. Nous savions qu'il était dangereux de traverser un espace ouvert, mais c'était notre seule option. La forêt derrière nous était trop dense et le terrain escarpé plus au nord était impraticable. Ce champ, couvert de cendres et jonché de débris, nous barrait la route vers ce que nous espérions être un refuge. Alors que nous progressions, les silhouettes sont apparues, à l'horizon, d'abord floues comme des mirages. Puis, elles se sont précisées, des pillards, armés, organisés et affamés. Leur posture ne laissait aucun doute sur leurs intentions. Ils n'étaient pas là pour négocier. Nous étions vulnérables, à découvert et pris au piège. Jean, notre pilier, a pris une décision qui allait changer le cours des choses. « Je vais les distraire », a-t-il murmuré, d'un ton qui n'acceptait aucune contestation. Ses mots étaient donc calmes, mais son regard était chargé d'une détermination qui brisait nos cœurs. Avant que nous puissions protester, il a saisi un morceau de métal, crié pour attirer leur attention, et s'est mis à courir dans la direction opposée. Nous avons hésité, pétrifiés entre le courage de Jean et notre propre instinct de survie. Puis, comme si son sacrifice nous donnait une nouvelle impulsion, nous avons commencé à courir. Chaque pas était une torture, nos corps déjà épuisés par des jours de marche et de privation. Les tirs ont résonné derrière nous, un bruit métallique qui semblait nous pourchasser. Je voulais croire que Jean avait une chance, qu'il réussirait à s'en sortir, mais au fond de moi, je savais. Lorsque nous avons enfin atteint un couvert, personne n'a parlé. Les larmes coulaient librement sur nos visages, mais le silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Jean avait donné sa vie pour que nous puissions continuer. Ce sacrifice n'était pas seulement une perte, c'était un fardeau. Il fallait que nous survivions pour que son geste ait un sens. La nuit suivante, nous avons trouvé un abri temporaire, un bunker enterré, dissimulé sous une couche de débris. L'entrée, étroite et cachée, nous a semblé être une bénédiction. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de poussière, mais c'était un refuge. Les murs étaient couverts de graffitis, des inscriptions laissées par d'autres survivants. Battez-vous. Ne faites confiance à personne. Chaque mot portait le poids
d'une histoire inconnue, mais leur désespoir était palpable. Nous avons exploré les lieux avec prudence. Des lits de fortune, des boîtes de conserve rouillées et, dans un coin, un tas de vêtements abandonnés. Ce lieu avait été un sanctuaire, mais il était désormais déserté, ou presque. Dans une pièce à l'écart, nous avons découvert des corps. 3 personnes, blotties les unes contre les autres, comme si elles s'étaient endormies pour ne jamais se réveiller. Leur présence nous rappelait brutalement que même les abris les plus solides ne garantissaient pas la survie. Nous sommes de rester là 2 nuits, le temps de reprendre des forces. Mais ce bunker, malgré sa sécurité relative, avait une atmosphère oppressante. Le poids d'âme de la mort semblait imprégner les murs et l'air lui-même semblait nous oppresser. Nous savions que ce n'était qu'une étape, pas une destination. Le lendemain de notre départ du bunker, nous avons capté un signal radio. C'était une bouffée d'air dans un océan de désespoir. Le grésillement des ondes était presque imperceptible, mais la voix qui s'élevait portait d'une promesse. Un refuge existait, quelque part. Les mots étaient mundo simples, mais porteurs d'espoir. Nous avons de l'eau, de la nourriture et des moyens de nous défendre. Les coordonnées étaient au clair, mais le chemin pour les atteindre était incertain. Ce signal a divisé notre groupe. Certains voulaient y croire, prêts à tout risquer pour rejoindre ce lieu. D'autres, épuisés par les épreuves, préféraient ne pas tenter leur chance. La décision n'a pas été unanime, mais finalement, une partie du groupe a choisi de rester en arrière, espérant un miracle. Les autres, dont moi, ont décidé de poursuivre. La marche fut le plus grand défi que nous ayons affronté. Les jours étaient une alternance de chaleur suffocante et de froid mordant. La cendre tombait sans discontinuer, couvrant le paysage d'un manteau gris qui rendait tout uniforme et désorientant. Chaque pas nous rapprochait un peu plus de l'épuisement total. Nos pieds étaient en sang, nos corps affamés, mais nous avancions, portés par une étincelle d'espoir. Un soir, une tempête de poussière nous a frappés. Le vent, si violent qu'il semblait vouloir nous arracher la peau, nous a séparés. Dans la confusion, nous avons perdu l'un des nôtres. Nous avons crié son nom, cherché dans toutes les directions. Mais la tempête rendait toute tentative vaine. C'était une autre perte, un autre fardeau à porter. Lorsque nous avons enfin atteint le refuge mentionné dans le signal, ce fut à la fois un soulagement et une désillusion. Ce n'était pas l'oasis que nous avions imaginé, mais un camp rudimentaire, entouré de barrières de fortune. Les visages des habitants étaient creusés par la fatigue, et chaque regard reflétait une histoire de souffrance. Mais c'était un lieu où nous pouvions poser nos sacs, reprendre notre souffle et espérer. Les jours qui suivirent furent une nouvelle bataille. Les ressources étaient limitées et les tensions omniprésentes. Mais pour la première fois depuis longtemps, nous avions une base. Nous avons appris à connaître les autres survivants, à partager leurs récits de perte et de résilience. Ensemble, nous avons commencé à reconstruire, lentement, douloureusement. Ce camp n'était pas parfait, mais c'était un début. Nous étions encore brisés, encore marqués par tout ce que nous avions perdu. Mais dans ce monde de ténèbres, nous avions trouvé une étincelle de lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, nous avons osé espérer.